Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20h en ce lundi soir. On est très heureux de vous recevoir ici dans la bibliothèque de la télé du Salon, le Salon du livre et de la presse jeunesse, donc qui vit, vous le savez, une 36e édition. Pas tout à fait comme les autres, évidemment. Et on a le plaisir, malgré tout, de vous retrouver par écran interposé pour vous faire découvrir celles et ceux qui font la littérature jeunesse. Des invités, vous le voyez en plateau, mais aussi des reportages à vous montrer dans quelques petites secondes. On ira notamment faire la rencontre, mais vous l'avez déjà certainement rencontré sur notre antenne, de ce robot Looping. Voilà, on ira en savoir plus donc sur celui qui a notamment proposé de faire un peu de yoga sur cette télé du Salon. On partira également en reportage, en interview plus exactement, avec Marie Dupaillage. Elle est blogueuse. Ça s'inscrit, ce reportage, dans le cadre de notre série autour de la chaîne du livre pour mieux comprendre comment on arrive finalement à avoir concrètement un livre dans les mains, depuis l'auteur jusqu'au libraire. Et puis on terminera cette émission la tête dans les images. C'est une tradition maintenant dans les JT que l'on vous propose sur cette télé du Salon, des textes, des mots qui sont mis sur les images, les illustrations qu'on découvre en ce moment à l'exposition Place Aimé Césaire, qui est proposée donc par le Salon en face de la mairie de Montreuil. Des invités donc qui sont là, des messieurs uniquement, et qu'on a plaisir à recevoir. Benjamin Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, illustrateur, plusieurs actualités pour vous en 2020. On va en parler tranquillement. On va essayer aussi de rentrer dans votre univers autant qu'il est possible dans le temps qui nous est imparti. À vos côtés, Arnaud Robert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président, vous voyez, on a répété avant et je me trompe quand même, président de la SOFIA. Par ailleurs, vous êtes directeur juridique et des relations institutionnelles du groupe Hachette. Un mot juste pour expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la SOFIA. Je dis quand même que c'est l'acronyme de Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Alors la SOFIA, très simplement, c'est un organisme qui va récolter auprès des libraires qui vendent des livres aux bibliothèques quelques pourcents de leur chiffre d'affaires pour compenser le fait que quand on va en bibliothèque et qu'on lit un livre, on ne l'achète pas. Et donc pour pouvoir rémunérer les auteurs et les éditeurs sur cette absence d'achat, la SOFIA collecte quelques pourcents du chiffre d'affaires des libraires. Et le redistribue aux auteurs et aux éditeurs. Voilà, et on va parler des problématiques qui vont du coup particulièrement concerner les auteurs dans l'édition jeunesse avec vous tout à l'heure. Arnaud Caillotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des 2 médiathèques de Rosny-sous-Bois. Ça fait quoi une médiathèque concrètement pour favoriser l'accès à la lecture? On va parler avec vous de quelques actions que vous proposez et on va établir également le lien avec cet événement, le Salon du livre et de la presse jeunesse. Tout va bien? Très bien. Parfait. Benjamin Lacombe, vous êtes donc auteur, illustrateur. Alors donc, je parlais tout à l'heure de votre univers. Si on ne vous connaît pas, vous êtes un auteur de renom, je vais quand même le préciser. Mais si on ne vous connaît pas, comment on présente votre travail ? Je suis auteur et illustrateur depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans, pour des livres jeunesse et pas seulement, c'est-à-dire pour des livres qui s'adressent aussi aux grands enfants, voire même aux adultes. C'est venu comment cette envie d'écrire, de raconter des histoires aux plus jeunes ? C'est venu assez naturellement. J'ai toujours dessiné. Je pense que c'est une réponse que absolument tous les illustrateurs doivent vous faire. Et j'ai trouvé en fait dans l'édition, dans le livre, une manière de pouvoir raconter mes histoires en fait, ou les histoires qui me touchent, avec des mots, avec des images, avec un rapport à la narration, à l'objet. C'est vraiment devenu mon média pour m'exprimer. On va voir qu'on va plonger dans différents univers avec vos nouveautés. Ça vient comment? Ça aussi, c'est une question peut-être un petit peu bête, un peu compliquée à répondre, mais ça vient comment l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure? Vous puisez votre créativité où? Ça vient beaucoup de l'enfance pour le coup. Ça vient beaucoup d'émotions ressenties étant enfant, des problématiques en fait. L'enfance, c'est un adulte en devenir, donc c'est les problématiques qu'on ressent enfant. Finalement, on met toute la vie à y répondre et voilà des émotions très fortes en fait qu'on a pu ressentir dans l'enfance. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, ce qui me permet de produire mes meilleurs livres. Alors justement, on va parler de vos livres les plus récents et on va commencer donc avec celui-ci, l'étonnante famille Appenzell. Oui. Un mot de présentation. En fait, c'est un livre un peu singulier puisque c'est un album de famille, justement de l'enfance à plus de toute une famille qui est une famille de monstres. Mais le mot monstre en fait n'est jamais écrit. En fait, c'est l'aspect qu'ils peuvent avoir et au final, on se rend compte au fur
et à mesure. C'est un livre qui parle avant tout du rapport à l'autre, à l'altérité, et ce qui fait d'un monstre un monstre, c'est sans doute pas son aspect, mais beaucoup plus la façon dont on va agir en fait les uns avec les autres. Là-dessus, vous avez fait les illustrations, le texte aussi? J'ai fait les illustrations. Sébastien Pérez a écrit ce texte. C'était un projet qu'on avait depuis longtemps en fait, qu'on voulait faire. D'accord. Alors on va parler maintenant d'un deuxième personnage, d'un de vos livres qui est paru récemment chez Albin Michel. On va tous évidemment le reconnaître avec ce plan. Bambi, évidemment, qui est quand même un grand classique. Comment on fait pour revisiter Bambi? Alors déjà en partant du texte, parce que le texte de Félix Salten, autant Bambi est très connu de tous, mais pour le film d'animation de Disney, autant personne ne connaît le texte, personne ne connaît bien cet auteur, Félix Salten, qui était un auteur juif autrichien d'origine hongroise et qui a vécu la montée en fait de l'antisémitisme en Europe. Et du coup, il a créé cette allégorie de Bambi dans cette forêt. Il a parlé en fait de ses peurs, de ses craintes, de cette montée d'obscurantisme, de repli identitaire, et évidemment dans la période dans laquelle nous vivons, pleine de mutations et avec des personnes qui vivent des persécutions encore au jour le jour, pas simplement des persécutions antisémites, mais aussi on peut pas penser aux exilés en fait, parce que il a choisi de définir des personnages, les personnages de cerfs qui sont les seuls animaux de la forêt qui n'ont pas de terrier, du coup qui sont apatrides. Et en fait, on découvre cette histoire et c'est quelque part vraiment une parabole en fait de la société en fait humaine. Alors rien dans la manière que vous avez de le décrire, je découvre Bambi sous un œil nouveau. On va parler également d'une de vos dernières nouveautés dans quelques secondes, Benjamin Lacombe, mais on va marquer une petite pause parce que je vous l'ai dit, l'idée dans ces journaux télé, c'est de vous proposer également des reportages et donc, je le disais en sommaire, on va aller découvrir ce robot qui vous a peut-être surpris, attiré sur cette télé du salon, c'est Looping. Bonjour, c'est moi, Looping. Looping est un petit compagnon de lecture développé par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Looping va bientôt intégrer des classes, mais aujourd'hui, il rencontre Antoine et Baptiste. C'est parti pour la découverte des livres du salon. Veux-tu lire un livre avec moi? Oui. Ok, choisis un livre dans la bibliothèque et montre-le-moi. Celui-là. Tu as choisi le livre « Ma maman est bizarre ». Installe-toi confortablement et dis-moi quand tu es prêt. Je suis prêt. C'est parti pour la lecture. Ma maman est bizarre. Moi, je ne trouve pas, mais c'est ma copine Rose qui l'a dit. Ma maman, elle est grande, elle a les cheveux courts et des peintures partout sur le corps. Quand on se fait des câlins, j'aime bien caresser ce dessin. Ma maman, on lui demande souvent si elle est une fille ou un garçon. À chaque fois, elle hausse les épaules et sourit. C'était bien, non? Oui. Depuis le début de l'expérimentation il y a 1 an, Looping a appris à reconnaître des livres, les lire avec les enfants, mais pas seulement. Il joue, partage des séances de relaxation. L'expérimentation continue, mais Looping a déjà montré qu'il est un petit compagnon de lecture idéal. Présentation de ce robot Looping. Si vous le découvrez, vous avez pu en savoir plus donc sur ce personnage. On va continuer évidemment notre tour de table en compagnie de nos invités. Je le disais juste avant, Benjamin Lacombe, on va parler quand même de votre dernière parution. Ça s'appelle Esprit et créatures du Japon, un livre magnifique chez Métamorphose. Oui. C'est le tout dernier. Il aurait dû sortir le jour de l'ouverture du salon, en fait. Donc, il est paru. Il traite, en fait, de récits, de nouvelles de Lafcadio Hearn qui ont attrait, en fait, à la nature et ça nous interroge, en fait, ces contes millénaires, certains, sur notre rapport au vivant, parce que la façon, en fait, d'ambitionner notre rapport à la nature, aux animaux, aux espèces, ce que les Japonais appellent shizen, c'est l'ensemble des êtres vivants
différent et en fait ça nous inclut à l'intérieur de cela, mais en fait vraiment dans un lien qui est voilà, assez étourdissant à encore redécouvrir maintenant. Et c'est magnifique, Esprit et créature du Japon, c'est donc illustré par vous, Benjamin Lacombe. Arnaud Robert, je le disais tout à l'heure, vous êtes donc président et non pas directeur de la SOFIA, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. Vous nous avez expliqué tout à l'heure en quelques mots de quoi il s'agissait. Alors est-ce qu'il y a des enjeux tout particuliers auprès des auteurs de littérature jeunesse? Est-ce qu'il y a des enjeux plus particuliers que par rapport, on va dire, à la littérature adulte? Oui, assez simplement. La littérature jeunesse, c'est la lecture jeunesse. Donc c'est à ce moment-là qu'on attrape nos lecteurs, nous éditeurs, nous auteurs, qu'on les attrape et qu'on espère les attraper pour toute la vie. Donc effectivement, c'est le premier contact, ou en tout cas les premiers contacts de la jeunesse avec le livre, et qui est effectivement majeur dans nos métiers, dans toute la chaîne du livre. Et est-ce qu'on défend différemment un auteur de littérature jeunesse qu'un auteur de littérature adulte, ou c'est exactement pareil ? On le défend un peu différemment parce que les endroits où s'expose la littérature jeunesse, particulièrement en bibliothèque, en médiathèque, sont spécialement importants pour ce type de littérature ou ce type de livre. Mais sinon, après, quand on est un éditeur, on essaie de défendre tous nos auteurs de la même manière. On va dire un mot quand même sur votre partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, notamment au travers de la plateforme de préconisation Kibookin. Un mot sur ce partenariat ? Oui, alors la SOFIA, de par la loi, a l'obligation, dans toutes les sommes qu'elle perçoit, d'en réserver 25% pour des actions culturelles. Et la SOFIA soutient ainsi, toute l'année, plus de 400 événements. Et au sein de ces 400 événements, eh bien, il y a le Salon du Livre de Montreuil et en particulier la plateforme Kibookin qu'on a soutenue à partir de l'année dernière. Vous diriez quoi pour les auteurs justement de la presse jeunesse, l'importance de ce salon? Comment on peut expliquer ça, quantifier ça? Alors l'importance pour un auteur en général, ou pour des auteurs en général, que ce soit jeunesse ou adulte, mais particulièrement en jeunesse, c'est le fait de pouvoir être découvert, le fait de pouvoir être exposé en librairie, en bibliothèque et dans des salons et sur des plateformes comme Kibookin. C'est l'élément majeur, faire découvrir, être exposé, être vu. Et donc c'est en cela que le salon et la plateforme sont majeurs. Vous confirmez, Benjamin Lacombe, l'importance de ce salon pour aller justement à la découverte de nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices, c'est le but? Ah oui, du salon, oui. De la SOFIA, c'est un peu différent parce que c'est un vrai partenaire pour nous, les auteurs, parce que ça nous permet de percevoir quand même des rétributions sur le prêt en bibliothèque, et c'est quand même bien, parce que c'est aussi, c'est vrai, c'est des lecteurs aussi. Et parce que nous, on n'y pense pas, hein, bêtement, on prend notre livre à la bibliothèque, on se dit c'est gratuit, c'est vrai qu'on pense pas à ça. C'est une très bonne chose. Je sais pas si ça existe beaucoup dans le reste de l'Europe, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est une fois de plus une mesure qui aide les auteurs et qui est quand même bienvenue, surtout dans ces temps où la culture et où vraiment le devenir des auteurs est extrêmement menacé, plus que jamais en fait. Arnaud Robert, sur peut-être une exception française avec la SOFIA ou... Alors ça n'est pas une exception, mais en revanche c'est probablement le système le plus abouti de droit de prêt qui existe. Voilà. Et il y a énormément de pays, comme le soulignait Benjamin, dans lequel ce droit de prêt n'existe même pas. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On reste évidemment ensemble. C'est l'heure maintenant de découvrir un deuxième reportage. On s'intéresse, vous le savez, à la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre, notamment aux plus jeunes, comment on en arrive tout simplement à avoir un bouquin entre les mains. Ça part évidemment de l'auteur, ça va jusqu'au libraire, on en parlait à l'instant, jusqu'à la bibliothèque. Mais il y a aussi les blogueuses, celles et ceux qui contribuent à faire connaître les livres. Et on va aller à la découverte de Marie Dupaillage. C'est parti. Alors en fait, j'ai eu une formation en métier du livre et j'ai commencé en étant bibliothécaire. De par mon expérience en bibliothèque, j'ai beaucoup travaillé en section jeunesse et j'avais l'envie de faire un club ado, de faire en sorte que ces adolescents puissent écrire en fait un blog sur le site de la bibliothèque. À l'époque, ça n'a pas pu se faire, mais du coup, j'ai eu envie de faire un blog personnel moi-même avec une amie libraire à l'époque. C'est l'idée de pouvoir partager en fait une passion pour les livres jeunesse. En plus, on a un public assez professionnel, beaucoup de bibliothécaires, de professeurs documentalistes, de libraires, de blogueurs qui nous lisent.
Du coup, c'est ce côté partage, voilà, donner des idées et s'enrichir mutuellement avec les lecteurs. Alors ça vient principalement de nos goûts personnels, donc ça va être des achats qu'on fait en librairie, des livres qu'on nous offre, et on travaille aussi avec des maisons d'édition qui nous proposent du coup en fait, de piocher dans leurs nouveautés, de choisir des choses qui peuvent nous plaire et ensuite voilà, on les commente. Les blogueurs aujourd'hui sont clairement dans la chaîne du livre parce qu'ils font ce travail de promotion et de publicité finalement autour des livres des maisons d'édition. Et c'est vrai qu'on est très souvent en contact avec les attachés de presse dans les maisons d'édition, parfois même avec les éditeurs et aussi avec les auteurs puisque maintenant les réseaux sociaux permettent vraiment d'échanger directement avec certains d'entre eux. Merci à Marie Dupaillage donc pour cette interview, pour mieux comprendre aussi le rôle des blogueuses et des blogueurs. Arnaud Caillotte, vous êtes donc avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur des 2 médiathèques de Rosny-sous-Bois. Alors puisqu'on était dans la pédagogie, on va peut-être rappeler tout simplement ce qu'est une médiathèque. Alors une médiathèque, c'est une bibliothèque, comme on l'évoquait avant. C'est l'ajout des nouvelles technologies, de nouveaux supports qui ont fait naître ce mot médiathèque. C'est aujourd'hui un lieu de vie, un lieu de rencontre avec des collections, mais un lieu de rencontre aussi avec d'autres publics. Donc c'est en cela que les médiathèques ont changé progressivement. Et un lieu d'action aussi, d'action culturelle notamment, pour tendre la main à des publics qui peut-être sont éloignés de la culture. Alors c'est un lieu, alors je vais surtout parler de Rosny-sous-Bois, mais globalement les médiathèques aujourd'hui ont cet objectif en commun, c'est de permettre justement à des publics de découvrir la littérature globalement, des documents, du cinéma, donc d'être une première porte d'entrée. Plus particulièrement sur la jeunesse, c'est notre métier, c'est aussi de donner ce goût pour la lecture aux enfants évidemment, mais aussi aux parents. Alors on fait comment concrètement? Quel type d'action concrète vous pouvez mener? Alors par exemple, nous menons régulièrement des actions de découverte d'albums et aussi on montre dès le plus jeune âge et aux parents de ces jeunes enfants comment lire au bébé, comment faire découvrir. Idéalement, on espère que les parents vont devenir médiateurs du livre, un peu comme nous, mais au sein de leur foyer. Voilà, des passeurs donc, et de ce point de vue-là, quand on parle de passeurs, de passerelles, on a évidemment un lien très étroit tout de suite avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Bien sûr, parce que c'est vraiment le Salon du Livre, c'est un moment clé. On a des objectifs en commun, évidemment, de faire découvrir justement des choses, de réfléchir également. Le Salon, c'était aussi des journées professionnelles où beaucoup de bibliothécaires se rendent pour découvrir véritablement, croiser différents auteurs, observer aussi des expositions et se nourrir justement de cette expérience. Voilà, et donc en cette 36e édition exceptionnelle, ces rencontres, on les fait donc par écran interposé, notamment à la télévision. Vous êtes venu avec des ouvrages? Alors, moi je suis venu donc avec 2 ouvrages. Le premier donc s'appelle L'étrange réveillon. Alors j'espère que ça sera pas le cas pour nous tous. Alors c'est quoi? C'est vos coups de cœur du coup dans la littérature? C'est des coups de cœur un petit peu anciens, mais qui se sont toujours vérifiés en termes d'animation. Surtout celui-ci. L'étrange réveillon. En fait, nous avons eu le plaisir de recevoir Bertrand Santini à l'occasion du festival Hors Limite pour une action qui s'appelait Mon premier Hors Limite, et nous avions travaillé sur la nuit de la lecture. Et la particularité de cet album, c'est qu'à la fois il est extrêmement bien illustré par Lionel Richerand, mais le texte peut se suffire en lui-même. Nous l'avons testé en nuit de la lecture, plongé dans le noir à la médiathèque, et c'était vraiment un très 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 poétique. Alors on va continuer le tour de table parce que Arnaud Robert, Benjamin Lacombe, vous êtes également venus avec des ouvrages. On va commencer avec vous. Arnaud Robert, vous avez quoi là sous le coude? Alors moi je vous ai apporté un des tomes de la saga qui s'appelle Louis le Galou, voilà, qui est une saga qui a été écrite il y a quelques années par Jean-Luc Marcastel, qui est un auteur français, qui s'écrit dans une très belle langue française. Et ça parle d'un Moyen-Âge un peu imaginaire, à la fois imaginaire et très réel, parce que ça se passe dans le sud de la France. Un genre de météorite est tombé sur la France, il y a une brèche, et de cette brèche viennent à la fois des très mauvaises choses et des très bonnes choses, et ça incorpore des mutations pour un certain nombre de personnages. Le héros, Louis le Galou, est en fait un loup-garou qui doit apprendre à dompter le mauvais côté des loups-garous et à apprivoiser le bon côté des loups-garous. C'est une magnifique saga, et à travers cette idée de loup-garou, c'est aussi l'idée de l'adolescent qui apprend à apprivoiser
ses passions, sa personnalité. Exactement. Benjamin Lacombe, on continue, on finit même avec vous ce tour de table avec Moi, un j'ai coup de cœur. ramené La forêt de Thomas Hoth. C'est un livre en fait sans texte sur le deuil et sur c'est un personnage comme ça qui parcourt une forêt, des êtres vont lui apparaître et on va se rendre compte, il y a un twist à la fin et c'est sur le rapport à la nature et sur ce qu'il reste en fait des gens. C'est très très beau. D'accord, merci à vous trois pour ces idées de lecture, pourquoi pas même de cadeaux pour la fin d'année. On va se quitter la tête dans les images avec ce moment poétique qui vient à chaque fois conclure ces JT. La tête dans les images, ce sont donc des mots qui sont posés sur des images que l'on peut découvrir en ce moment à l'exposition Aimé Césaire en face de la mairie de Montreuil, une expo évidemment mise en place par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci à vous encore et moi je vous dis à très vite. Ronald Curchod, Gladys, le Rouergue. Chez Ronald Curchod, artiste suisse installé aujourd'hui à Toulouse et qui n'a rien oublié des paysages de son enfance, on voit d'abord le bleu. Celui de la nuit où la pleine lune éclaire la course d'un blaireau sous l'œil d'une petite fille, celui du ciel lumineux qui surplombe le chaleureux terrier de marmotte où se blottit la même demoiselle. Le bleu du ciel encore, où vole un faucon, tellement haut que le paysage devient flou. Celui qui se découpe, la nuit tombée, derrière une collection de hiboux. Ainsi que le bleu qui illumine le paysage de montagne où un gamin chasse le chamois. Celui de la fleur d'iris, arborée par la première vache à rentrer de l'alpage. Du bleu enfin, lors d'une chevauchée de la petite fille, toujours la même, campée sur un renard, et dans l'eau qui reflète le ciel et montre une truite baladeuse. Du bleu et un incroyable jeu avec la lumière. Un travail de peintre, mais Ronald Curchod est peintre. Naturelle ou artificielle, la lumière modèle les scènes et nous y convie. Il y a du Magritte dans les ciels et les juxtapositions, du Botero dans les portraits. Les illustrations sont réalisées à la tempera, une technique très ancienne à base de jaune d'œuf et d'eau que l'artiste utilise dans son travail personnel et ici pour la première fois en jeunesse. La petite fille des images, c'est Gladys, la mère de l'artiste. L'album dont viennent ces images est un abécédaire composé à partir de ses souvenirs. Mêlant la réalité et l'imagination, les séquences illustrent de brefs poèmes, souvenirs, anecdotes ou inventions de l'auteur, la fiction gardant ses droits. On est touché par l'intérêt de Ronald Curchod pour la nature. Le goût de la nature et les animaux dans mon travail vient du goût pour la nature et les animaux de ma mère, explique-t-il. Elle attendait vraiment les blaireaux à la pleine lune. Ce souvenir a déclenché la mystérieuse scène de nuit. Un dessin arrive comme il arrive, observe encore l'artiste. Souvent, je pars d'une idée et j'arrive à autre chose. Après le dessin, il y a le travail du peintre. Je passe toujours de la couleur sombre à la couleur claire. Couleurs posées en couches successives, où joue une lumière souvent très focalisée, composition somptueuse, autant d'héritage des peintres anciens que Ronald Curchod aime. Vermeer, virtuose magnifique aux espaces incroyables, et Bruegel l'Ancien, pour ses scènes de vie de la campagne. Vous voilà invité à plonger dans la grande histoire de l'art. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ?